Frank, le dédomiseur. On l'a seul avec nous autres parce que c'est pas le podcast habituel avec Yann et Frank. On a vraiment Frank invité en tant qu'auteur. Un auteur. C'est un auteur. Non, mais je suis content parce que, comme tu t'en doutes, je croule sur les demandes d'entrevue de ce temps-là. Tout le monde, les émissions littéraires, ça se bouscule aux portes. Ouais, mais elle va t'appeler, là. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la fille de Radcan? Elle n'avait pas un show de livres, elle? Oui, ton amie Marie-Louise. Marie-Louise, oui. Écoute, le téléphone n'arrête pas de sonner, d'après moi, c'est elle. Non, mais c'est ça le Québec. Hein. Je viens de sortir un livre, ça fait 6 jours consécutifs qui est premier des ventes au Canada sur Amazon, mais tout le monde s'en crisse. C'est là qu'on est, là. Oui, puis pourtant, tu sais, mettons que je suis Radcan ou même un autre, là. Tu as le goût de mettre le feu. Tu as le goût d'avoir un peu de vie, un peu de réaction, de craquer du monde au pire, même si tu dis, hey, yes, on va mettre le feu dans la patente, on a un petit cadeau du ciel qui vient de tomber. Frank, le dédomiseur, en partant. Puis là, d'abord, le titre de ton livre, c'est? Le titre du livre, c'est NPC, Essai sur la fabrique du conformisme. Je suis content, j'ai reçu des copies papier tantôt chez moi. Oui, j'ai vu ta photo. Je suis bien content. En fait, hier, j'ai reçu ça hier. Mais je suis vraiment content d'avoir fait affaire avec Amazon parce que c'est eux autres qui gèrent le shipping des livres. Ce que j'avais fait dans le cadre des premiers, c'était, j'avais utilisé la même technique que Jerry, j'avais utilisé un site qui permettait de faire ça, puis là, tu commandais tes copies, puis je les envoyais moi-même par la poste. Mais là, vous comprenez qu'avec la situation actuelle de la poste, qui est toujours semi-fermée, en grève, c'est un méchant pain in the ass. Fait que là, j'en ai des copies pour des amis, des membres du Patreon, tout ça, mais déjà, juste ça, c'est de la gestion que je me serais passé parce que c'est ça, à cause de la poste. Fait que Amazon est vraiment bien pour ça. Permet l'édition de produits. C'est super bien fait. Leur système est bien, honnêtement. Je sais pas combien de temps encore l'édition va survivre à ça. Compare avec... je suis intéressé par ça avant qu'on commence à parler du livre. Je connais la formule que Jerry a pris puis que tu connais aussi. Mais moi, j'ai une nouvelle formule, moi, là. Ah oui? Oui, ça, c'est bon. Là. Ma nouvelle formule, c'est que je touche à rien, moi, là. C'est-à-dire? Si tu vas sur lulu.com, je touche à rien. Là. Il imprime à mesure, il ship à mesure. OK. Lulu fait ça aussi. Exactement. Okay. C'est ça. C'est le nouveau modèle, je pense. Parce que c'est le modèle traditionnel pour les gens qui ne le savent pas. Là, tu es un nouvel auteur. Ils ne savent pas trop t'es qui. Faut que tu trouves une maison d'édition qui veut te publier. Ouais, c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Peux-tu changer ci? Peux-tu changer ça? Là, il y a un processus, c'est long. Puis après, vient la question du tirage. C'est-à-dire combien de copies on en imprime, puis on va-tu être pogné avec ça? Puis moi, ce que j'ai entendu, c'est que même certaines maisons d'édition demandent à des auteurs, si tu dis, moi, je suis certain que je vais en vendre, imprimez-moi-en, mettons, 1000 copies. Eux autres disent, oui, je ne veux pas rester pris avec 1000 copies si tu en vends 33. Là. Fait que tu vas payer ton tirage. Hein. C'est ça. Une partie du tirage. Alors que le nouveau modèle, qui est celui d'Amazon, mais Lulu, c'est la même affaire, puis d'autres, c'est la même affaire, c'est que c'est imprimé à la demande. Chaque fois qu'il y a une personne qui nous écoute, là, puis qui va sur Amazon, puis qui cherche le nom du livre, NPC, Essai sur la fabrique du conformisme, ou qui marque mon nom, François Fournier, puis il me trouve là-dessus, il commande. Il y a une commande qui rentre comme au restaurant, puis il y a un gars quelque part qui imprime le livre, puis dans le shop, puis le livre est découpé, c'est mis d'un petit colis, comme si tu avais commandé une paire d'écouteurs, puis ça arrive chez vous en Prime, si tu es abonné au Prime, si tu n'es pas abonné à Prime. J'aimerais tellement ça voir comment ça fonctionne là-bas. Ça doit être incroyable. Ça marche par plaquette. Okay. C'est ça. La plaquette, regarde, je m'avance, là. C'est peut-être une plaquette de 12 livres, de 24 livres, je l'ignore. Mais quand tu imprimes à la mesure comme ça, quand tu imprimes à la mesure, c'est que le livre est disponible. Eux autres, ils vont en faire. Hop, il y a eu une commande. La première qui rentre. Ils vont faire une plaquette. Donc, mettons 12. Donc, ils vont avoir 12 livres de fait. Eux autres, il y en a un qui part dans la poste. Et les 11 qui restent sont de côté. Okay. Puis si tu en vends juste un, les 11 vont dormir là. Eux autres, ils vont prendre la chance de ça. Okay. Mais si ça se met à rouler un peu, ben là, ils vont
à mesure, ils vont les shipper les 11, puis là, ils vont faire d'autres plaquettes à mesure. OK. Mais tu comprends que c'est une révolution dans l'industrie parce que là, au pire, ton pire scénario, c'est qu'il y en a 11 qui vont dans la poubelle. C'est Pas ça. C'est le 500, pire scénario. pas 5000. Voilà, exactement ça. Hmm. Exactement ça. Donc, c'est pour ça que tu peux choisir ta reliure, tu peux choisir Exact. ton papier, la qualité de l'encre. Donc, que tu bâtis ton livre un peu par toi-même. Tu as différents coûts, dans le sens que papier glacé sur le dessus. On s'entend-tu, là? Le look de ton livre, c'est toi qui le décides. Et les autres, ils vont le faire fabriquer et shipper à mesure. Mais j'aimerais ça voir le A is made pareil. Oh non, c'est fantastique. C'est Oh, fantastique. ouais, clairement. Je pourrais demander au chum à Régent là, qui fait ça. Oui. Tu sais que c'est le chum à Régent qui fait le A is made partout à travers le monde? Oui. J'ai mangé avec Éric Duhem l'autre fois. Il n'a pas l'air de ça. Il y a un gars qui a une McLaren de 500 000, là, mais je veux dire, le gars, il a fait une fortune incroyable avec son émission. Tout, comment c'est arrivé, là, c'est extraordinaire comme histoire. À un moment donné, il faut parler à ce gars-là. Mais j'aimerais ça le voir, tu sais, de voir comment il switch d'un livre à un autre. Et c'est sûr que l'algorithme fait qu'ils savent le nombre de personnes qui s'en vont visiter la patente du livre, puis ils voient combien de livres tu vends, mettons, à l'heure. Et à partir de là, ils font une projection de combien je vais en imprimer pour être sûr d'en avoir au moins pour la semaine qui s'en vient. Si jamais ils voient que l'activité, s'ils voient que c'est hyper tranquille, ils vont en imprimer juste 12. C'est ça. Mais tu sais, mettons que tu as 27 ventes la minute que tu l'exposes sur les réseaux sociaux. Bien, eux autres, en haut, ils disent OK, bien là, on va en imprimer pour la peine parce qu'il y a déjà 27 ventes en partant. Donc, on va en imprimer, je sais pas moi, 100. Boum, 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 boum. Hop, ça monte encore plus que 100. La prochaine fois, je n'imprime 200. Donc, c'est sûr qu'il y a un procédé d'algorithme là-dedans, c'est clair. Là. Je vous raconte une histoire, vous allez trouver ça drôle, mais c'est par rapport au livre. Il y a une femme, une Britannique, une femme dans la quarantaine, début cinquantaine, et elle, à un moment donné, elle a écrit, elle aimait ça. Tu sais, quand elle allait voir, tu sais, sa fille, elle faisait du sport, puis pendant que sa fille faisait du sport, elle était dans les estrades, puis elle attendait, puis elle griffonnait des petites histoires. Elle a fait des livres pour enfants. Elle a fait je pense qu'elle en a fait 2 ou 3 petits livres pour enfants. Tu sais, les gens, le petit livre de 100, 150 pages, à peu près, grosso modo. Puis, à un moment donné, elle était dans une genre de... Elle s'est pris une table dans une genre de foire du livre. Dans une ville, là, un peu perdue en Angleterre. Là, c'est pas une grosse ville, une ville normale. Là. Fait qu'elle s'est pris une table comme une bonne maman qui se prend une table puis qui essaie de vendre ses affaires elle-même. Oui, si j'en vends 50, ça va être une belle règle. Exactement ça. Fait qu'elle se prend une table, mais là, il y a quelqu'un, OK, dans la foire du livre qui a pris une photo puis un petit vidéo de la madame. Elle n'avait jamais personne à sa table. Ça faisait pitié, la madame. Elle était assise à la table, puis le monde se colissait d'elle, puis le monde n'arrêtait pas à la table pour voir ses petits livres pour enfants. Mais la fin, c'est que la vidéo est arrivée sur le web. Et là, sur les réseaux sociaux, le monde a trouvé que la madame faisait pitié. Elle a vendu 1 million de livres sur Amazon. Si boire. Ah, puis 1 million de livres sur Amazon, là, je vais vous annoncer une affaire, t'es riche. Là. Oui, c'est une histoire qui doit dater de peut-être 5-6 ans. À date, je pense qu'elle a rendu au-dessus d'1 million de livres. Je pense qu'elle a 3 livres différents. Parce que l'autre histoire dans tout ça... Oui, raconte un peu le côté économique, Frank. Avec oui, c'est que le côté économique de la chose, ça varie beaucoup d'une maison d'édition à l'autre. Là, mais de ce que j'en comprends, c'est... Tu sais, mettons que si tu vends un livre 20$, et puis il n'y en a plus beaucoup des livres à 20$, souvent tu vas en librairie, c'est 39,95, 40, 80. Tu sais, c'est rendu cher, là, le livre. Là. C'est très cher au Québec. Ça, c'est... Moi, chaque fois que je suis allé en Europe, je suis allé dans des librairies, je capotais comment je trouve les livres sont chers au Québec. Là. C'est surprenant. Hein? On est surpris de ce que je viens de dire. Là. Oui. Et ouais. Ben, d'ailleurs, quand vous achetez un livre, faites le test, puis regardez en arrière. Tu sais, des fois, en arrière, c'est écrit le prix en euros ou prix recommandé. Oui. Puis des fois, t'en pognes, c'est écrit, mettons, prix de vente suggéré 7 €. Puis t'es comme, moi, il me semble qu'il est 29,95. Ben ouais, il me semble qu'il y a comme de quoi qui marche pas là-dedans. Il n'y a pas une place où on gagne. Il n'y a pas une crise de place. Puis, tu sais, il y a, selon certaines maisons d'édition, tu peux avoir 1 piastre, 1,50 par livre que tu vends, dépendamment du contrat que tu as avec eux autres. Amazon, ça dépend si c'est un livre électronique ou un livre papier. Mais dépendamment de ton prix de détail, tu sais, comme moi, le livre, il est vendu 18$, 17,99$. Puis je dois avoir peut-être 6,50$ par livre.
Donc, ça veut dire que mais si t'en vends 1 million de copies, on t'en voiture. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis. Là. Mais il y a plusieurs auteurs qui t'apprennent qui ont vendu 60 000 copies d'un livre, puis ils n'ont pas acheté de maison avec ça. Là. Tu comprends? Fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas grand-chose, mais c'est un peu la même histoire qu'avec les CD dans le temps. Là. Un artiste, pour chaque CD qu'il vendait, il n'y avait pas 10 piastres par album. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Souvent, la compagnie disait tu me dois de l'argent pour telle affaire, tu me dois de l'argent pour le studio. C'est ça. Tu me dois de l'argent pour la tournée. Regarde. Mais je pense d'après moi, on va assister à la naissance de modèles hybrides, c'est-à-dire de maisons d'édition qui vont se partir. Parce que tu as juste besoin d'avoir un brand. Là. Tu peux partir un brand d'une maison d'édition, réussir à l'établir avec 2-3 auteurs et utiliser ces services-là à la demande. Qu'est-ce qui t'empêche de faire affaire avec ça? D'ailleurs, quand tu publies sur Amazon, ils te demandent, as-tu un éditeur, mettons? Puis j'aurais pu, je pense que c'est ça que Joanne Marcotte a fait, à créer une maison d'édition, à le rentrer dedans, puis tu peux l'enregistrer auprès de bibliothèques, mettons, du Québec, puis après ça peut être dans les librairies. Là. Fait que, tu sais, je pense que tu vas avoir des modèles hybrides qui vont. Parce que les librairies, eux autres, là, sont comme dans l'ancien temps. Eux autres, ça prend un éditeur pour être en librairie. Exact. C'est une loi ou c'est une volonté? Non, mais c'est comme une politique du milieu. Je pense que tu peux. Un libraire peut là, prendre des livres et les rentrer en tablette. Mais là, ça, c'est lui qui prend sur lui de faire ça dans sa librairie. Tu as eu combien de librairies, Jerry? Moi, j'ai eu 2 librairies. OK. Le gars, moi, j'ai dit au gars, je vais te rentrer une caisse. Tu la mets dans le backstore. Puis une caisse, c'est pas 500 livres. Une caisse, c'est 12 livres. Le gars, il dit, une caisse? Sur le coup, j'ai dit, il en veut 4-5. Non. Une caisse, c'est comme si... Le gars, il dit, pas une caisse. Il dit, quoi? Il dit, je sais pas. Il dit, je vais faire avec 3 livres. Tu veux faire 3 livres? Je vais t'en rentrer 3. Qu'est-ce que rien? Ouais, c'est ça. Je vais t'en rentrer 3. OK, parce que lui, il t'est payé d'avance, c'est quoi? Non. Il est vend, puis après ça, moi, j'ai... Tu repasses. Je repars chercher ma pitance. OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pour vrai, là, je ne veux pas nommer la librairie. Une grosse librairie de Québec, là, très, 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 très connue, OK? C'est inimaginable comment ils n'ont pas d'inventaire. L'inventaire est dans le magasin. OK. Puis là, tu as un auteur qui vend pas pire. Tu sais, as un auteur, mettons, je sais pas, moi. Louise Lambert Lagacé. J'invente un nom. Là, OK? Cette librairie-là, le gars me l'a dit, là. Cette librairie-là va rentrer 12 livres. Je dis, voyons, 12 livres. Il dit, quand on va vendre les 12, on va en recommander 12. Il garde fucking à rien en inventaire. Moi, je dis, quel système spécial. Là, j'ai dit, il y a des clients qui rentrent à la librairie pour acheter le livre. Vous ne l'avez pas. Vous envoyez le monde chez Amazon. Oui. Ben, moi, tu vois, c'était ça mon enjeu. Je veux dire, je prétends pas être Patrick Sénécal ou Michel Tremblay, là, mais je veux dire, le livre, là, en une semaine aujourd'hui, jour pour jour, il y en a à peu près 1000 de parties. Non, c'est extraordinaire, c'est incroyable. On comprend-tu que la librairie, il y a 3 copies dans la tablette, moi, je reçois des mails de la journée de monde qui me dit « Je suis allé, il n'a pas ton crise de livre. » Voilà, tu as 100% raison, c'est ça l'histoire. Ben oui, tu commences à gérer ça, Mike. Faut que tu gères ça. Là, tu nous as parlé de ton livre, t'es allé, puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Tandis que les gens achètent ton livre, là, ils l'achètent sur Amazon. C'est ça. Donc, c'est sur Amazon. Toutes les Amazon. J'ai deux chums qui sont aux États-Unis, ils l'ont commandé. D'ailleurs, un auditeur, un pirate, il se l'est fait livrer par .com, il est en Californie. OK, mais je veux dire, c'est correct, c'est capoté. C'est sur Amazon normal, là. C'est pas le Amazon de livres à part. C'est vraiment le Amazon. Non, c'est Amazon.ca, c'est référencé là-dedans. Puis, tu peux, si tu es en France, tu vas sur .fr au Canada.ca, puis .com aux States. Super. Donc là, toi, tu le vends. Amazon le livre. Exact. Dépendamment si le client est Prime ou non. C'est ça. Si le client n'a pas acheté pour 35$, ben ils vont lui dire que ça coûte 4,95$ de livraison. Exact, c'est ça, à peu près. OK. Puis là, toi, tu fais à peu près 6$ par livre. Moi, à peu près 6,50$ à peu près. Il faut dire qu'Amazon le fabrique aussi. Amazon le fabrique. C'est eux autres qui l'impriment. C'est l'auto-édition. Ils appellent ça Direct Publishing. Exact. C'est KDP, le Kindle Direct Publishing. Fait que, tu sais, eux autres, je pense, c'est à peu près 5$ le coût pour l'imprimer, puis tout ça.
tu rajoutes à ça la marge qu'eux autres ils se prennent pour la vente. Fait que, tu sais, c'est genre un tiers. C'est quand même beaucoup, là. Oui. Parce que ce système-là. Là. Moi, je me rappelle, j'avais négocié avec le grand patron de la presse après mon départ de Radio X. Je me rappelle comme ça a duré pendant 2 mois de temps. T'allais manger à tel restaurant, à Tempête, en sieste. Crevier, c'est ça? Ouais, je Crevier, le gars de la presse. Il s'occupait du journal puis s'occupait des éditions de la presse. Je pas vraiment m'entendre avec. J'ai dit, je peux pas te vendre mon histoire. Puis tu vas me faire une razzia avec ça. Puis tu vas me laisser 10 Ben non, Christophe. Voyons, tabarnak. Non. Tu sais, les montants que tu me donnes, ça a de l'allure. Tu sais, là, tu en as 1000 de vendus. Ça commence. Donc, il n'y a pas beaucoup de livres au Québec qui ont vendu 1000 copies en passant. Comment? Très peu. Non, Très Cette peu. année, combien de gens ont vendu 1000 livres au Québec? 2? Je sais pas, honnêtement. Là, je serais curieux de voir, parce que là, ça aussi, c'est une autre affaire. On parle souvent des médias traditionnels. Nous autres, les podcasts, c'est plus facile de voir nos chiffres. Si le segment sur YouTube, je peux pas le cacher, là, qu'il y a eu 500 vues ou 5000. Je peux pas le cacher. Ben, les livres, c'est un peu pareil. Là, en ce moment, en tout cas, au moment où on enregistre, si je le regarde sur sa page Amazon, c'est encore écrit là, numéro 1 des ventes dans livres en français. C'est dommage. Tu cliques sur livre en français, là, puis il y a moi numéro 1. Après ça, il y a un livre qui s'appelle La femme de ménage. Puis après ça, c'est Dan Brown, Le secret des secrets. Oui, Dan Brown. Tabarnak. C'est à l'avant de Dan Brown, Frank. Fait que, tu sais, on comprend, là. Je sais bien que dans 3 semaines, il va être disparu probablement de là. C'est un gros coup, puis il y a beaucoup de gens se le sont procurés rapidement. Je suis très content de ça, d'ailleurs. Mais, tu sais, je peux pas le cacher. Je peux pas l'inventer. Le livre, il est là. Fait que c'est ça. Moi, je suis très satisfait très satisfait de ce système-là, honnêtement. Là. J'aurais... si tu recommences, je pense que beaucoup d'auteurs... Moi, je dis que tu vas vendre 5000. Ben, écoute, c'est ce qu'on espère. J'espère que les auditeurs qui sont là et qui me connaissent depuis longtemps par Radio Pirate puis par le podcast, tout ça, ça va les intéresser. Ce livre-là, dans le fond, l'idée... raconte un peu c'est quoi le... Parce que j'ai parce que le premier, c'était la décroissance. Le premier livre que j'ai écrit, c'était sur la décroissance. Après ça, j'ai écrit un livre qui raconte plusieurs anecdotes de musiciens que j'ai publié en 2022. Qui était plus un livre pour me faire plaisir. Que lui, il avait bien fonctionné aussi, mais c'était pas politique, c'était moins dans mon range un peu. Puis ça faisait longtemps que j'avais un projet pour un 3e livre dans ma tête, mais je cherchais comme l'étincelle pour dire c'est le morceau qui relie tous les morceaux ensemble. Puis là, j'avais des affaires, puis j'avais beaucoup abordé de thèmes différents dans mes podcasts, dans les chroniques de politique, puis tout ça. Puis j'avais des notes, j'avais des affaires. Puis à un moment donné, la pandémie m'a allumé sous des affaires, mais c'est vraiment l'élection de Carney. Quand là, j'entendais autour de moi, là, ouais, mais il y a un beau CV, ce gars-là. Ah oui. J'étais là, t'as la 45e personne qui me dit ça. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Puis là, j'étais obsédé par cette question-là. Puis un moment donné, dans le détour d'une conversation, je ne sais plus qui me dit ça, un moment donné, mais il me dit les jeunes sur Internet, ils appellent ça, les gens qui font ça, ils appellent ça des NPC. Là, ça m'a comme obsédé, j'étais allé lire là-dessus, puis là, je me suis dit, je vais fouiller là-dessus. En gros, les jeunes, les plus jeunes, surtout dans le monde des gamers, ils disent, quand tu joues à un jeu vidéo, là, tu joues toi, t'es le personnage du jeu vidéo. Les bonhommes, comme on disait dans le temps, qui sont animés par l'intelligence artificielle ou par la console ou par l'ordinateur, ils appellent ça dans le langage des non-player characters. Fait que c'est des personnages qui sont tous pareils, mais contrôlés par l'intelligence artificielle. Puis dans ces cercles de gamers-là, ils ont commencé à utiliser cette expression-là pour parler que c'est comme si, en gros, toi, t'es le joueur de ton propre jeu vidéo dans ta vie, puis les autres qui tournent autour, c'est comme des figurants. C'est comme des marionnettes, si on peut dire. C'est des gens qui sont tous pareils. Fait que ça m'a comme intrigué. Fait que j'ai utilisé cette référence-là. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en gros, ça désignait quelque chose qu'on parle depuis toujours. C'est comment ça se fait que des gens adoptent des comportements moutonniers. J'appelle ça le conformisme, mais c'est ça. D'autres appellent ça les comportements moutonniers. Comment ça se fait qu'à un moment donné, tu as des gens qui se mettent tout en même temps à dire la même affaire? Puis dans le livre, je remonte plus loin. Je dis oui, je pars de Carney, mais je cite d'autres exemples. Rappelez-vous, une des phrases célèbres qu'on a entendues pendant des années à Québec, c'est
Ouais, t'as beau dire ce que tu veux, là, mais la bombe, il nous a mis ça à la map, ce gars-là. Oui. Et combien de fois vous avez entendu cette phrase-là? Over and over. C'est pas des centaines, c'est des milliers de fois, là. Oui. Puis là, maintenant, tu te dis, mais comment ça que les gens arrivent maintenant à répéter machinalement des slogans même, des phrases? Ah, Poiliev, c'est un mini-Trump. Ah ouais. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, Là, on redécolle, c'est un autre. Ah, Duhem, il parle rien que des drag queens, ce gars-là? Oui. Combien de fois on l'a entendu, celle-là aussi? Duhem, il parle juste des... Là, tu te dis, il a parlé de ça une fois. Depuis, c'est parce qu'à chaque fois qu'il va en entrevue, on y parle de ça. Mais il parle pas tout le temps de ça. Exact. Ah non, Duhem, moi, pas capable. C'est un coucou, ce gars-là, il parle rien que des drag queens. Après ça, quelle autre phrase aussi qu'on entendait? Ah, on construit l'avion en vol. Oui, ça, COVID. On construit. Moi, ça me fascinait. Je disais, mais pourquoi tout le monde me dit des affaires de même, tu sais, puis que tout le monde se répète, puis recommence les mêmes affaires. Puis là, tu te dis, Mané, j'ai l'impression que j'ai interagi avec des robots. Tu sais. Oui, c'est des non-player characters. C'est des ça. NPC, le monde. C'est ça. Puis, le fait que là, ben, j'ai commencé à fouiller là-dessus, puis je me suis rendu compte que, attends un peu, OK, il y a vraiment des études qui ont été faites en psychologie, en sociologie, dans différents domaines pour étudier ça, là, dans le fond. Pourquoi les gens font des trucs de même? En psychologie, mettons, il y a un psychologue dans les années 50 qui faisait une étude avec des gens, puis il avait montré avec ça que quand tu mets une personne seule face à des gens qui disent la même affaire, ils vont adopter le comportement de la personne. Ouais. Puis il faisait ça avec des exemples très simples. Il disait, mettons, il mettait je le montre dans le livre, il disait aux gens, regarde, voici 3 triangles. Dans les choix de réponse suivants, tu dois prendre celui qui correspond à celui qu'il y a dans l'encadré à côté. Fait que là, t'en as un petit, t'en as un moyen, t'en as un gros. Si tu fais faire ce test-là aux gens tout seuls, ils répondent à peu près toutes systématiquement les bonnes réponses. Ah oui, ben c'est le A qui correspond au plus gros là-dedans, mettons. Mais si tu prends ces gens-là, tu les mets dans un groupe, puis que les 5 personnes qui répondent avant eux répondent la mauvaise réponse, ils vont répondre la mauvaise réponse, eux autres aussi. Mais c'est bon. Puis ça a vraiment ça a fait l'objet d'expériences en psychologie, là, genre des tests cliniques, puis tout ça, puis ils disaient, OK, on va changer l'expérience. Mettons qu'on rajoute dans le cas de figure quelqu'un qui, lui, va dire la bonne réponse. Ah ben là, le pourcentage d'erreur diminuait. Parce que là, il y en a 4 qui ont dit la mauvaise, mais il y en a quand même un qui a dit celle que je pensais, fait que je vais m'essayer. Puis, tu sais, il y a eu toutes sortes d'études qui ont été faites pour essayer d'expliquer ces comportements-là. Dans le fond, pourquoi les gens, un moment donné, ils se comportent juste comme les autres. Ils imitent les autres sans trop réfléchir. Peu importe. J'ai une histoire que Mr. White m'a racontée par rapport à ça, puis il avait vu justement une genre d'étude qui avait été faite sur le même cas, là, sur la même manière de fonctionner. Tu as un ascenseur. Puis là, toi, tu colles l'ascenseur ouvre, puis il y a 2 personnes dans l'ascenseur. Et les 2 personnes sont face au mur. Tu sais, ils ne sont pas face à la porte, ils sont face au fond de l'ascenseur. Ils sont dos. Là, toi, tu rentres dans l'ascenseur, puis là, tu colles le 10e étage. Mais là, l'étage monte, la porte rouvre, il rentre 2 personnes. Les 2 personnes se mettent en face du mur, comme les 2 autres avant. Puis là, toi, là, tu trouves ça bizarre parce que tu dis, Christophe, ils sont le mur, dans le fond, il n'y a pas de porte. C'est-à-dire, dans le sens, pourquoi ils sont en face du mur? Et là, tu montes un autre étage, il y a encore 2 personnes qui rentrent dans l'ascenseur, ils se mettent en face du mur. Mais la personne, elle se vire de bord et elle se met en face du mur en attendant que ça monte. Elle va singer les autres dans l'ascenseur. Ouais. Mais c'est arrangé, là. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, cette espèce de mouton-là, si on peut dire, ben c'est... Le monde est mouton. Je sais pas comment dire ça. Il y a plusieurs exemples de tests qui ont été faits un peu dans le même genre. Imaginons que vous allez dans une salle de spectacle, vous allez voir un concert. Je suis déjà venu dans cette salle de spectacle-là. Je le sais que quand ça va finir tantôt, il faut que je descende les marches, puis je tourne à droite. Mais à la fin du spectacle, tout le monde se lève puis part à gauche. Ben, la majorité du monde suit le reste du monde et s'en va à gauche avec. Oui. Même si tu sais très clairement, tu es déjà venu. Tu le sais qu'il faut que tu ailles à droite. Mais il y a une voix dans ta tête qui dit, ben, si tout le monde s'en va à gauche, il il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison. Puis tu sais, il y a beaucoup... Puis dans le livre, c'est ça. J'essaie d'expliquer
de plusieurs manières différentes pourquoi on assiste à ce phénomène-là dans la société, pourquoi il y a autant de monde qui répète ce qu'ils entendent à la télé. T'sais. Puis il y a plusieurs hypothèses que je trouve quand même assez intéressantes, là, dont il y en a une que j'aime bien dans le livre, c'est une Allemande qui avait sorti cette théorie-là, elle s'appelle Noelle Newman. Elle disait, dans une société, tu n'as pas besoin d'avoir la majorité du monde qui pense quelque chose pour avoir l'impression que tout le monde pense ça. C'est un peu ça dans l'élection fédérale. Manette, tu disais, écoute, Carney, il va faire élire 300 députés, ça n'a pas de bon sens. On dirait que tout le monde est trippé sur lui. Finalement, il a gagné, mais il se faisait chauffer de proche par les autres. Ben oui. Ce qu'elle explique là-dedans, c'est que l'humain, de la manière qui est faite, un coup que tu as 3-4 personnes sur 10 qui affirment quelque chose, ça crée un genre de... Elle appelle ça la spirale du silence. Là. C'est que les gens qui sont en désaccord, ils n'oseront plus exprimer leur désaccord et ils vont se taire. Et comme ils se taisent, ça donne l'impression que la majorité pense une affaire. Et c'est là qu'il y a comme un cycle de... Ben, tu laisses parler. Puis ça, je pense que tout le monde l'a expérimenté. Tous ceux qui nous écoutent ont dû l'expérimenter dans leur entourage. Tu vas dans ta famille, puis là, il y en a 2, 3 qui disent une affaire. Puis là, tu te dis, hey boy, moi, je m'embarque pas là-dedans ce soir. Je vais fermer ma trappe. Puis je m'ai changé de sujet, m'aller parler de football avec mon cousin là-bas, ou mon oncle, ou ma belle-sœur, ou je sais pas, mais moi, j'embarque pas dans cette conversation-là. Ben, l'effet que ça donne à l'échelle de la famille, c'est que tout le monde pense ça. Là, tu te dis, hey, pour moi, tout le monde va voter pour le PQ. Ils sont trois à parler du gars du PQ en bien. Mais pourquoi c'est de même? C'est parce que les autres se disent, ah non, moi, je m'embarque pas là-dedans. Là. Puis ils se ferment la trappe. Puis comme ils se ferment la trappe, ben, on le voit, ces réseaux. Un bon exemple de ça, c'est les réseaux sociaux aussi. C'est combien de gens écrivent, dire, ah, je l'ai vu, ta publication, mais je l'ai liké dans ma tête. Ouais, ça m'énerve. Je l'ai liké dans ma tête et... Je l'ai liké dans ma tête. Ou encore, le fameux, même par message, par courriel, j'aime ce que tu fais, voici telle information sur telle affaire, ne me nomme jamais, je t'ai jamais écrit, puis je veux pas, parce que les gens ont peur d'affirmer leurs opinions, surtout dans certaines formes d'opinion. Fait que c'est ça qui crée une espèce d'environnement où tu as l'impression que tout le monde pense les mêmes affaires, tout le monde répète les mêmes affaires. Mais en réalité, c'est pas si vrai que ça que tout le monde pense ça. C'est comme disait la bombe, c'est un prisme déformant. C'est que ceux qui se promenaient en disant « Y a-tu un beau CV, Mark Carney? » Ben, si la madame est avec 3 de ses amis de filles, puis les 3 disent ça, elle pense pas, mais elle va fermer sa boîte. Elle veut pas se faire écœurer. Elle veut pas se faire stigmatiser. Elle va peut-être même le répéter à ses autres chums. Elle va peut-être même le répéter, puis sais-tu quoi, maintenant, elle va le répéter assez souvent qu'elle va finir par le croire elle-même. Oui. Ben, elle n'a aucune idée. Elle n'a aucune idée c'est quoi le CV. Exact. Même si à la base, ben oui, parce que c'est ça, tu te dis, OK, il y a un beau CV, c'est quoi le CV? Ben, pas capable de répondre. Est-ce que la fabrique du conformisme, il y a des sujets plus efficaces d'une manière que d'autres sujets? Là, tu parles de politique. Le politique, moi, je pense que c'est très fort. Là. Le suiveux politique est très, 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 très puissant. Le mouton politique est très puissant. Y a-tu d'autres affaires? Je ne sais pas, moi, dans... Ben, je pense que, mettons, l'environnement, c'est clair que c'est pour en revenir peut-être un peu sur le sujet du premier livre. Je pense que c'était un des moments, je pense, clés. Parce que dans l'idée de fabriquer un discours unique, là, ben, ça vient avec une autre affaire, c'est la marginalisation, diabolisation des gens qui ont un discours différent. Donc, là, tu crées un système où voici une idée que je veux implanter et je vais décrire tous ceux qui sont contre cette affaire-là comme des malades dans la tête, des climato-négationnistes, toutes les... Là, ben, les gens sont comme, ben moi, je suis pas sûr que c'est tant de bonne idée que ça. Là. Les chars obligatoires électriques en telle année. Ah, c'est ça. Toi, tu penses pas aux générations futures, tu es contre la Terre. Fait que c'est comme ça que tu crées une opinion qui finit par dominer. Puis c'est ce que j'explique dans le livre. Pas parce que les gens y croient fondamentalement, mais parce qu'ils veulent pas payer le prix d'être associés à l'autre opinion. Parce qu'à un moment donné, tu veux préserver une image positive de toi auprès de tes proches. Tu veux continuer d'être accepté dans tes amis. Tu veux... Puis ce que j'explique, c'est le milieu aussi renforce les convictions. Tu sais, mettons, t'es péquiste, là, mais t'as des doutes un peu. Tu te dis, ouais, je suis pas trop, là. Moi, le référendum, le prochain mandat, il me semble que c'est pas un bon plan. Cette affaire-là, on va se planter. On devrait peut-être... Mais là, si tu vas au congrès des jeunes péquistes, là, ou du parti, tout le monde est pour ça. Puis la prime de popularité, c'est pour celui qui est le plus souverainiste de la gang.
Fait que tu vas ressortir de là convaincu qu'il faut continuer d'aller par l'avant avec ça. Là. Fait que tu sais, le milieu dans lequel tu baignes c'est un peu ça l'idée de la chambre d'écho. Là. C'est que le milieu dans lequel tu baignes est aussi une place où se radicalisent les opinions. Où celui qui est le plus pour telle affaire devient la personne de référence, si on veut. Là. Fait que je pense que pour l'environnement, c'est particulièrement vrai. Là. On l'a vu. Là. Même un gars comme Stephen Guilbeault, comme maintenant, a commencé à... Tu vois qu'il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin pour justifier le gouvernement qui abandonne la taxe. Il s'est tout fait flusher par les radicaux de l'environnement. Les radicaux de l'environnement, ils disent, ce gars-là, il n'est plus avec nous autres. Parce que c'est un espèce de système, justement, fermé, là, où, ben là, tu es incité à rentrer dans les rangs, sinon tu vas être exclu des rangs. Et je pense qu'on le voit en politique, on le voit dans l'environnement, on le voit dans plein d'affaires autour de nous autres. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire, d'essayer d'expliquer un peu ça, comment ça fonctionne. Donc, livre disponible sur Amazon. Donc, yes. C'est vraiment hot, Frank, vraiment hot. Yes, puis merci à tous les auditeurs qui vont se le procurer. Moi, je pense que c'est 5000. Moi, je pense 5000 copies. Ben écoute, ça serait au-delà de mes espérances, j'en serais très content. Fait que merci à tous les pirates qui sont là et qui font confiance depuis des années. Fait que... François Fournier. C'est François. C'est François. C'est Frank. Le dédomiseur. Mais pour Amazon, c'est François Fournier. Vous voulez plus de François? François! Eh bien, venez sur la version Prime. On a 1h30 de podcast avec Frank. Beaucoup de sujets pour jaser le même. Tout relié au livre un peu. Quelques petites surprises à la fin également.